Vous êtes quasi 100 000 à avoir déjà vu la vidéo qui vient. 100 000 en moins de 24 heures, même moins de 20 heures, avant que TF1 ait exigé sa suppression de YouTube. Un record de vitesse autant de leur part, qui se sont acharnés par 3 fois en quelques heures pour la faire supprimer, et je contestais à chaque fois, autant de la vôtre d'avoir été si nombreux à visionner et partager la vidéo dès sa sortie jeudi soir. Cette vidéo, où je décrypte les propos ubuesques du Premier ministre Jean Castex au JT de 13h de TF1 mardi, eh bien je la reposte ici, avec quelques modifications pour tenter d'éviter un nouveau conflit de droits d'auteur avec TF1, mais aussi un nouvel avertissement de la part de YouTube qui déjà me menace de clôturer ma chaîne. Mais non, rassurons-nous, tout ceci n'est pas de la censure, ce n'est que l'application stricte des règles et de la loi. Tout comme ça n'est pas de la répression politique quand je suis noyé d'amende, même parfois sans croiser un seul flic en manifestation, car là aussi, c'est juste le respect de la législation sanitaire en vigueur appliquée à la lettre, même si c'est mensonger et détourné de sa fonction première. La loi et son applicateur ont toujours raison. Comme quoi, cette législation peut nous protéger, mais aussi peut être un monstre dévastateur. D'où l'intérêt de se bouger le cul aux élections, mes amis. Bon, je vous laisse avec la vidéo maintenant. Désolé pour le petit bug son qui survient parfois sur ma voix durant celle-ci. Et si vous souhaitez m'aider, partagez la vidéo en masse, partout. Réagissez-y en dessous avec les commentaires, les pouces, etc. Abonnez-vous et faites un don. Même de 1 € mensuel à mon association. Si vous êtes nombreux, ça fait la différence. Et c'est uniquement grâce à vous, depuis des années, qui faites des dons mensuels, que je peux ici travailler à temps plein et avec autant d'énergie. Pour tout ça, merci. Bon visionnage. Salut l'internaute, bienvenue aux 11 000 nouvelles et nouveaux depuis la semaine dernière. Moi c'est Djemil et aujourd'hui je te propose de regarder cette fois Jean Castex, le Premier ministre, hier au JT de TF1 à 13h pour décrypter ensemble le sous-texte, les non-dits, les erreurs et manipulations. Attache bien ta ceinture, c'est parti. Monsieur Castex, est-ce que vous avez de nouveaux chiffres plus récents? Ils coïncident avec ceux que vous avez donnés, Monsieur Legros. Effectivement, on est, je réponds tout de suite à votre question, dans la 4e vague. On y est. Ce fameux variant Delta. Il est là, et bien là, il est majoritaire et c'est sa caractéristique, sa différence avec ceux qui l'ont procédé, il est beaucoup plus contagieux. Plus 140% en une semaine, 18 000 cas hier, voilà. Ça caractérise la situation. Alors, soyons très clairs là-dessus. Oui, la situation est délicate. Oui, il y a des malades. Oui, il y a des malades graves, des morts même. Mais comment nous faire croire aujourd'hui que tout s'emballe subitement, sans rien avoir vu arriver au préalable, alors que des médecins, et que même certains opposants politiques, comme Jean-Luc Mélenchon, disaient le 1er mai, et même plutôt avant, qu'une 4e vague était à prévoir? Non, le gouvernement signe et persiste dans sa stratégie d'amateurisme et d'improvisation à la dernière minute. Et je n'invente rien puisque le 17 mai, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, disait encore ceci. Les scientifiques parlent d'une 4e vague éventuellement. On a entendu encore une fois ces commentateurs se ruer dans les médias quand le président a confirmé ce calendrier pour dire c'est irresponsable. Il aurait fallu laisser les écoles fermées, il faut pas rouvrir les terrasses, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que les signaux sont au vert. Avant de dire le parfait contraire 3 jours plus tard. Comme si le variant Delta était apparu entre-temps. Ce sont des incapables. La vérité, c'est qu'ils ménagent la chèvre et le chou, jouant avec nos vies pour prioriser leur politique libérale. Mais, si vous me permettez, il y a un autre chiffre qui caractérise cette situation et qui rejoint d'ailleurs le sentiment qu'on a vu apparaître dans les 2 reportages initiaux que vous avez diffusés. 96% de ces 18 000 cas, de tous ces cas, qu'on constate de plus en plus nombreux, n'étaient pas vaccinés. Dès le début, donc, le ton est donné. Comme tu le vois, il va s'agir de faire porter le chapeau à la population, puisque le gouvernement n'est responsable de rien, n'est-ce pas? Mais rappelez-moi, qui décide de fermer des lits d'hôpitaux pendant la crise? De sabrer dans les budgets de santé depuis des années? Mettons alors là à mal nos capacités à soigner et mettre en danger tout le monde? C'est toi? Non, c'est eux. Cette manie de faire culpabiliser les gens est ignoble. Et me fait penser d'ailleurs aux propos indécents, souviens-toi, tenus par le préfet allemand. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple.
Et pour enfoncer le clou, dis-toi que ce type-là, les borgneurs des Gilets jaunes, a reçu la Légion d'honneur le 14 juillet. Si, c'est fou, mais c'est vrai. De tous ces cas qu'on constate de plus en plus nombreux, n'étaient pas vaccinés. Donc je crois qu'en disant, ben oui, le monde, hein, vous voyez bien ce qui se passe autour de nous, en Espagne ou au Portugal plus au sud, en Grande-Bretagne, le monde est confronté à une 4e vague. Elle arrive. Nous devons réagir. Et en même temps, la clé, on la connaît, c'est pas tout à fait nouveau, mais... Oui, la clé, c'est de réinjecter de l'argent dans les services publics de santé, d'embaucher du personnel soignant, de réinvestir correctement dans la recherche publique. La contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. Ah bah non, ce serait juste le vaccin, une sorte de baguette magique sans doute. Alors attention, hein, je ne minimise pas l'intérêt d'un vaccin. Comme la plupart ici, je suis vacciné contre un tas de maladies. Et beaucoup d'entre vous sont vaccinés déjà contre le Covid. Non, là je critique ce discours politique qui ne mise que sur ce médicament, tout en cassant tout le reste de la solution. Entretenant alors le problème. Hein, c'est ballot. Ou c'est rentable. Alors, ça, la vaccination, on va en reparler plus en détail, si vous le permettez. Est-ce que de nouvelles mesures ont été décidées ce matin pendant ce Conseil de défense sanitaire ? Arrêtons-nous 2 minutes pour souligner le terme « Conseil de défense sanitaire ». Peut-être le sais-tu déjà, mais j'aime à rappeler cet énorme délire antidémocratique. Macron a désormais pris l'habitude de se passer du reste de la démocratie, c'est-à-dire des députés à l'Assemblée nationale, pourtant élus par et représentants du peuple, pour gouverner seul dans ce Conseil de défense. J'insiste, seul, car ce Conseil, c'est lui qui le compose. Et il l'est très majoritairement par des militaires. Il n'y a quasi que Olivier Véran qui, dans ce Conseil de défense sanitaire, est un lien avec le médical. N'est-ce pas là un problème ? D'autant plus que ce Conseil de défense sanitaire se déroule en huis clos, sous le secret défense, pratique. Et que donc, personne ne peut en parler en dehors, sur ce qui se dit dedans, ce qui se décide. Macron n'a alors aucun compte à rendre, à personne. Comprenez bien une chose, hein, c'est que cette gouvernance n'a rien de démocratique. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler durant cette vidéo. Les grands axes de la stratégie qui avaient été fixés lors de l'intervention du président de la République le 12 juillet ont évidemment été confirmés. C'est-à-dire la vaccination, le pass sanitaire, et vous avez raison, première étape aujourd'hui dans un certain nombre d'établissements, la saisine du Parlement en session extraordinaire, c'est fait, il est en train de débattre pour accroître les dispositifs et les mesures pour lutter contre la pandémie. Vous espérez un résultat avant la fin de semaine ? Je ne sais pas si tu suis les débats à l'Assemblée nationale, mais c'est une boucherie. En débarquant en solo à la télé le 12, là au soir, Macron annonçait alors, par surprise, la tenue d'une session parlementaire exceptionnelle donc, hein, car imprévue, le roi a décidé. Mais le roi ne veut pas de débat, en fait. Il décide, il veut juste que l'Assemblée valide, approuve ses désirs. Hein, je n'exagère pas grand-chose en fait, voire rien, c'est ainsi. Car les débats, qui n'en sont pas, ont débuté le 20 juillet en journée, et ont duré jusqu'à 5h du matin le 21. Avant de reprendre le même jour, donc le 21, à 15h. Pour là aussi se poursuivre tard dans la nuit afin de minimiser les oppositions sur les bancs et miser aussi sur la fatigue pour faire voter plus vite les lois que le gouvernement souhaite promulguer. Et le parti présidentiel va jusqu'à envoyer des SMS à ses députés pour qu'ils viennent nourrir les bancs et voter comme des godillots. Non mais rassurez-vous, tout ceci c'est la démocratie quelque part. Hein. Même si ça ressemble de plus en plus à une sorte de dictature douce. Du vote de l'Assemblée ? Oui, j'espère bien. On peut l'espérer j'espère bien logiquement. Que les deux assemblées... Hein, pour une mise en application des deux assemblées, voilà. Évidemment. L'idée, je le rappelle, puisque vous me posez la question, j'ai saisi le Conseil constitutionnel, je saisirai, le Conseil constitutionnel une fois que le texte aura été voté, puisqu'il y a des interrogations sur les libertés publiques, etc. Donc je trouve qu'il faut que tout ça soit très propre et validé par notre instance suprême, avec donc une promulgation, je l'espère, au début du mois d'août. Des débats à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, puis au Conseil constitutionnel, pour une promulgation de tout ça, de la loi, au tout début août. Donc tout ça en quelques jours à peine ? Non mais c'est de la folie pure. Juste à l'Assemblée nationale, ce sont des centaines d'amendements légitimes qui doivent être débattus, mais qui sont bâclés, déclenchant alors la colère de nombreux députés, comme ici Hugo Bernalicis de l'AFI. Et on a eu une explication très scientifique du ministre, comme il sait le faire, nous expliquant que vers 4h du matin, c'est physiologique. Tout le monde a son cerveau qui s'éteint
Non, mais parce qu'on monsieur le sécrète- journaliste, venez au fait, là. Mais j'en viens au Faites fait. pas des récits anecdotiques qui ne se rapportent C'est pas pas à un l'objet récit. du règlement. C'est Allez-y, pas un récit continuez. anecdotique, Monsieur le Président, parce que Allez-y, quand allez-y. votre cerveau ne fonctionne plus à 4 heures du matin et que vous votez des amendements qui vont Mais avoir le des vôtre conséquences sur fonctionne des toujours très millions bien. de Français, sur des millions de Français dans ce pays, on est sur la qualité du débat, Monsieur le Président. Je reviens à votre question, pardonnez-moi. Donc, dans l'intervalle, évidemment, il n'est pas question non plus de rester sans agir. Et donc, dans ceux des départements, c'est ce qu'on appelle la gestion territorialisée. Oui. Dans ceux des départements, c'est le cas notamment des Pyrénées-Orientales ou de la Haute-Corse. De Prades, notamment, d'où vous Notamment, êtes. les préfets ont pris un certain nombre de dispositions pour faire face à la situation. Ce qui veut dire que vous allez repousser un certain nombre de décisions vers les préfets. C'est le cas Vers les aujourd'hui. territoires. Ça n'est pas nouveau, pardon. En effet, ce n'est pas nouveau, mais ça ne veut pas dire que c'est positif. Ça fait longtemps que les femmes sont violées, mais il faut que ça change, par exemple. C'est un autre sujet, mais je crois que c'est une habitude qu'il faut... Là, le pouvoir macroniste s'évertue, depuis 4 ans, à retirer toujours plus de pouvoir aux collectivités locales, comme les municipalités, par exemple, mais aussi aux députés, à l'Assemblée nationale, pour en donner toujours plus aux préfets et à la police. Et comme on dit, police partout... Ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire quand on a des chiffres épidémiques qui sont, je rappelle, il y a 2 indicateurs. D'une part, le taux d'incidence, j'avais dit, mais aussi, vous y avez fait allusion dans votre reportage, Oui. c'est capital, la pression sur les hôpitaux, et notamment sur les services de réanimation. C'est sans doute aussi pour réduire la pression sur ces mêmes hôpitaux et services de réanimation que ce même gouvernement, dont Castex est le Premier ministre, a fait voter un budget de la santé publique pour 2021 amputé de 800 millions d'euros. Oui, non mais c'est logique. Ils détruisent les budgets de la santé et en même temps, ils disent tout faire pour nous protéger. Non mais c'est pas croyable. Comment ils osent? Comment osent-ils? Effectivement, quand ces 2 indicateurs se dégradent, soit ils se dégradent territorialement, c'est le cas, et on prend des mesures localisées, soit on prend des mesures nationales. Et toute la stratégie, j'insiste auprès de vous, pour éviter d'avoir, j'ai écouté vos intervenants avec le bon sens qui les caractérise à Montauban, comme à Biarritz, comme à Anglette. Non mais regardez-moi ces sourires mielleux. Non mais nous sommes sur TF1, je sais, et ce n'est pas du journalisme, c'est de la communication gouvernementale. Non, mais je le sais, mais je suis quand même étonné à chaque fois, ça me gave, voilà. Et ça se fait des mamours, et c'est... Oh, c'est dégueulasse. Est-ce que Castex va tout du long comme ça, noyer le gros sous de gras compliments pour attirer sa sympathie déjà acquise? Ben ouais, je crois. C'est-à-dire pour éviter d'avoir à prendre des mesures de freinage, comme vous dites, fortes, eh bien, il faut faire le pass sanitaire et vacciner. Autrement dit, des mesures territoriales plutôt que nationales. C'est quoi ces mesures de freinage? Alors, les mesures de freinage, c'est le port du masque, qui peut être soit généralisé sur un département, soit sur certaines zones de celui-ci où les concentrations de population sont fortes. Ça peut être, vous l'avez vu, également des mesures visant à fermer certains établissements recevant du public, je pense aux restaurants, à partir de 23 heures. Ouais, ce sont des mesures qu'on connaît, que les Françaises et les Français connaissent. Alors oui, ça, pour les connaître, on les connaît. Oui, oui. Et c'est aussi pour ça qu'on les rejette massivement, pour une grande partie. Puisque nous contraindre, nous restreindre, nous enfermer, mon cher Jean Castex, ne peut être la solution pérenne quand en même temps, on détruit volontairement la santé publique sur l'autel du dieu bancaire. Mais que nous adaptons à la réalité des Et situations le locales. couvre-feu peut-il s'étendre à d'autres lieux? Mais quel couvre-feu! Quel couvre-feu! Le gros vient de torpiller la communication de Castex, là, je crois. Alors, ne parlons pas de couvre-feu, si vous voulez bien, parce que le couvre-feu, petite précision, c'est obliger les gens à rester chez eux, sauf exception. Tandis que là, même dans les Pyrénées-Orientales, nous n'en sommes pas là, on ferme un certain lieu de destination. Pour l'instant, c'est cette logique. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de déployer le pass sanitaire et de renforcer la vaccination. Est-ce que d'autres... Sans s'interdire, effectivement, si la situation venait à exploser, À prendre je le dis, d'autres mesures exactement, plus c'est contraignantes. ma responsabilité. Je l'ai toujours fait. Et comme l'a dit cette dame, effectivement, je comprends aussi la lassitude de nos concitoyens. Donc nous devons, comme toujours, collectivement, nous donner les moyens de maîtriser cette flambée épidémique. Comprenez-la bien, 2 choses. La première, pas de couvre-feu pour l'instant, mais peut-être bientôt. Et surtout, la seconde, on parle de collectif pour faire peser les couacs sur les gens et dédouaner le gouvernement de toute responsabilité future. C'est du grand art, là, à ce niveau de fils de puterie. Est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui vont partir en vacances? Est-ce qu'il y a un risque sur les vacances? Oui ou non?
Je ne peux pas vous faire de réponse catégorique. Moi, mon seul objectif, c'est que nous nous donnions ensemble tous les moyens pour minimiser ces risques. Il y a une flambée épidémique, on a une partie très forte de la solution, il faut qu'ensemble, nous la mettions en œuvre. Alors là, il n'a pas tort, effectivement. Bon, maintenant qu'ils ont merdé sur toute la ligne depuis le départ, maintenant qu'on a le nez dans la 4e vague qu'ils n'ont pas su voir venir malgré les signaux rouges partout, ils ne peuvent pas promettre que les vacances vont se dérouler tranquillou, quoi. À propos du pass sanitaire qui s'applique, donc il commence aujourd'hui, vous aviez décidé que les 12-17 ans seraient exemptés jusqu'au 30 août, et puis les députés ont voté un report à la fin du mois de septembre. Oui. Ils ne vous ont pas suivi. Oh, mais oui. Bon, abruti de députés aussi qui votent pas comme un seul homme, comme ça, comme papa Macron a demandé, hein. C'est pas possible, ça. Bon, boutade à part, le délire là, antidémocratique est devenu si courant et habituel qu'il est ancré jusqu'à même des journalistes qui s'étonnent que l'exécutif et le législatif sont encore des pouvoirs séparés et parfois opposés. Non mais, réveillez-vous là. Nous aurions préféré le faire entrer en vigueur, vous l'avez dit, fin août. Néanmoins, pourquoi ce report? D'un mot. Je rappelle que cette tranche d'âge, les plus jeunes, nous n'avons ouvert à leur bénéfice la vaccination que le 15 juin. Bon, là-dessus, on est entré dans la période des congés scolaires, et donc même si la vaccination progresse dans cette catégorie de population, chez les plus jeunes, c'est vrai que ça faisait subir à eux-mêmes et indirectement à leurs parents une contrainte forte, alors même que la vaccination a commencé plus tard, en France comme ailleurs d'ailleurs, pour eux, sur recommandation des autorités scientifiques. Ça lui arrache quand même la gueule un peu, mais il doit quand même l'admettre qu'il y a des réalités brutes parfois qui arrivent, quoi. Et que son gourou Macron ne peut pas tout prévoir tout seul. Et que parfois ça se passe pas comme prévu. Ah, ça les emmerde, hein. Alors, j'ajoute que nous avons prévu qu'au mois de septembre, nous allons mettre le paquet dans les collèges et dans les lycées pour vacciner tous les enfants de 12-17 ans qui ne l'auront pas été jusqu'à... Pas en dessous. Ah, ça dépend de l'avis des autorités sanitaires. Oui. D'accord ? Donc c'est reporté jusqu'à quand, alors, précisément, cette incitation à la vaccination? Alors, tous les jeunes de 12 à 17 ans, et il y en a tous les jours, se font vacciner. Ce que je veux dire, c'est que nous allons mettre en place des dispositifs allant vers eux, dans les établissements, dès la rentrée scolaire. Vaccination à l'intérieur même des écoles, des collèges. Et le ministre de l'Éducation nationale, comme sa collègue des universités, auront l'occasion dans les prochains jours de préciser ce dispositif. Bon, c'était hasardeux quand même, non, cette partie. J'ai l'impression qu'il galérait un petit peu à expliquer. La vaccination à des jeunes de 12 à 17 ans, là, semble un sujet sensible, je crois que ça l'est pour beaucoup, alors même que qu'on nous a longtemps ressassé l'idée que ces jeunes n'étaient pas concernés par le Covid. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est galère. D'ailleurs, même Véran, la semaine dernière, sur BFM, s'était contredit sur ce point. On le voit dans ma dernière vidéo. Votre ministre de la Santé, Olivier Véran, parle d'une épidémie chez les jeunes. Des clusters sont apparus, on en a vu notamment à Bordeaux. Est-ce que vous envisagez de fermer les boîtes de nuit, comme on dit? Vous m'interrogiez tout à l'heure sur les mesures de freinage. Bon, les boîtes de nuit ont mis en place, vous le savez, le pass sanitaire. Bon, donc nous surveillons ça de très près, l'effectivité de ces mesures, la façon dont c'est contrôlé. Je rappelle quand même à toutes celles et ceux qui nous écoutent que les 2/3 des boîtes de nuit n'ont pas rouvert. Oui. Les 2/3 des boîtes de nuit n'ont pas rouvert. Et on sait que ce sont les endroits où, effectivement, compte tenu des activités qui s'y déroulent, la circulation virale a tendance à être la plus forte. Donc, elles sont effectivement sous vigilance forte, sous surveillance forte. En particulier, vous avez raison, Monsieur Legros, dans les départements où le taux d'incidence explose. Dis donc, pas un mot pour les propriétaires, les gens qui tiennent ces lieux? Pas un mot pour ces gens qui tiennent ces clubs, ces boîtes de nuit, qui ont subi le plus fort de la crise. Je rappelle que les fermetures les plus longues, c'était eux. Si beaucoup n'ont pas réouvert, je crois que là, il faut le dire, c'est que beaucoup ont mis la clé sous la porte. Mais ça fait sourire Castex, quoi. Une petite confirmation, je n'ai pas réagi tout de suite, mais est-ce que les lycéens seront soumis au pass sanitaire? Vous voulez dire, est-ce que dans les établissements scolaires en général, avoir un pass sanitaire pour aller à l'école? Non. Un non aussi catégorique, c'est rassurant.
Non, parce que on est habitué. Nous, on sait que du coup, ça veut dire que probablement, ça peut être un oui plus tard. Toute notre stratégie depuis le début de la crise, entre autres choses, a consisté à veiller à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. Et depuis mars 2020 que dure cette épidémie, je crois qu'on est dans les 3 pays au monde qui ont permis à ces enfants d'aller le plus possible à l'école, au collège, au lycée. Alors on ne va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, d'autant que certains n'y peuvent rien s'ils ne sont pas encore vaccinés, on va vous priver d'école. Donc pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires. Je me permets quand même de... Puisque le gros là ne fait pas son travail de journaliste, je vais le faire, hein, voilà, parce que ici Castex affirme, sûr de lui, que la France serait dans les 3 pays au monde en fait où les écoles étaient le moins fermées, où les enfants étaient le plus à l'école. Et ben non, c'est faux. La France a fermé ses écoles 12 semaines, pendant 12 semaines. Et la Biélorussie, le Burundi, mais aussi la Suisse, l'Islande, le Japon, la Croatie ou encore la Nouvelle-Zélande, pour citer que, sont devant nous. La France n'est pas dans le top 3, non, elle est à la 29e place. Mais ça, hein, qui va le savoir, hein. L'essentiel, ce n'est pas l'information ni la vérité, hein, mais la communication, la propagande gouvernementale, hein, pour faire croire que la gestion est exemplaire. Et pour ce qui va concerner les restaurateurs, les cafetiers, aussi les moyens de transport à longue distance, est-ce que vous avez une date précise aujourd'hui ? Alors, la date dépend, je l'ai dit, du vote du Parlement et de la décision que rendra le juge constitutionnel suprême. Un mot là-dessus, si vous permettez, parce que c'est un sujet majeur, très illustratif de notre stratégie. C'est quoi finalement un pass sanitaire ? C'est encore une pirouette de dingue, ils sont habitués à faire ça, quoi. Là, il ne répond pas à la question du journaliste. Hein. Quelle date précise pour les mesures décidées par Macron ? Hein, il revient sur... Non, car ces mesures sont déjà appliquées, en fait, en réalité. Si tu suis mes tweets et que tu as sans doute vu que les cinémas UGC, par exemple, ou les salles de sport, comme ça que je fréquente ici, réclament déjà des passes sanitaires, alors même que la loi qui les permet, comme on vient de le dire là, n'existe pas, n'est pas encore passée. Au contraire, une loi opposée qui interdit le fait de demander un pass sanitaire pour entrer dans un cinéma, etc., a été voté il y a 3 mois avec le soutien du gouvernement. Donc là, si Castex évite la question et revient sur l'utilité, le sens du pass sanitaire, c'est pour écarter l'aspect politique et donc démocratique de la manœuvre. Je rappelle que l'Assemblée nationale a majoritairement voté, donné les pleins pouvoirs au président Macron au début de la crise, et sans vraie date de fin, hein, qui peut alors gouverner tout seul, sans les députés, et imposer ses désirs par de simples décrets. Hein, le temps que les députés viennent les approuver dans la loi de gré ou de force. Tout ceci est un véritable scandale démocratique que Castex se garde bien de ne pas aborder. Et comme on est sur TF1, évidemment, le journaliste là va pas insister. Un peu en arrière. C'est une incitation à la vaccination, mais c'est aussi le moyen de laisser ouvert le plus possible des lieux qui, sans passe sanitaire, et alors que l'épidémie flambe, auraient pu être fermés. Et les bars, restaurants, chez Le Gros, sont au centre de tout ça, puisque, comme vous le savez, l'arme du masque n'y est pas utilisable. Bon. Donc, je dis à tous les restaurateurs, les cafetiers, aidez-nous à réussir cette phase, parce qu'il ne faudrait pas que l'alternative soit la fermeture. On va y arriver ensemble. Oui. Alors, rationnellement, il est vrai que cette gestion de l'épidémie, sans bousculer nos habitudes, est délicate. Mettons de côté 5 minutes la détestation justifiée de ce gouvernement incapable pour l'admettre. Bien qu'il se mette quand même tout seul, ce gouvernement, dans la mouise, et que pour nous, c'est quand même assez difficile de le plaindre ensuite. Mais une autre question qu'il se pose, c'est de savoir qui va contrôler, quand, comment. Est-ce qu'il faudra présenter une pièce d'identité en plus de son pass pour savoir qui le présente ? Question intéressante. Hein, car déjà dans les cinémas UGC, comme je te l'ai cité tout à l'heure comme exemple, dans un courriel que j'ai reçu étant abonné, est précisé qu'ils contrôleraient l'identité de leurs clients en plus du QR code sanitaire. Chose illégale puisque les contrôles d'identité sont réservés à la police et à la gendarmerie. Que vous venez d'indiquer. Donc, ce qui a été décidé, c'est que on va faire peser sur les responsables de ces établissements en soins du public, le cafetier, le restaurateur, la vérification, on l'a vu dans votre reportage sur un cinéma, je crois, la vérification que la personne a bien son pass sanitaire. Alors, revenons sur la phrase que je cite « On va faire peser la responsabilité sur ».
Cette phrase est vraiment importante car elle traduit un gros problème et Castex le sait très bien. C'est pour ça qu'il tente ensuite encore la technique depuis le début là, de la séduction en complimentant encore une fois le reportage diffusé par TF1 juste avant l'interview pour endormir le gros. Facilement endormable d'ailleurs. Faire peser la responsabilité sur les gérants d'entreprise et leurs employés, de contrôler tout le monde tout le temps, c'est la certitude. Entendez bien, la certitude de créer du conflit permanent est partout. Un exemple que j'ai même vécu, jeudi dernier, soit hier, la gérante de mon club de sport m'a confié que dans la seule matinée de ce début de passe sanitaire, elle a essuyé de nombreux plâtres avec des personnes opposées à présenter leur passe, même si elles étaient elles-mêmes vaccinées, et au fichage systématique. Cette gérante ainsi que ses collègues, eux-mêmes sous pression de leur hiérarchie pour se faire au plus vite vacciner, sans quoi leur salaire serait gelé courant août. Mais c'est du délire, c'est totalement contraire au code du travail et à la loi en vigueur. Et ça, elle l'ignore. En plus, ils ne sont même pas syndiqués. Enfin, tu vois, c'est le terreau parfait pour le pire. En revanche, tout ce qui a trait à l'identité de la personne, autrement dit, si la personne fraude, ça, ce seront les contrôles de deuxième niveau. Oui. C'est une évolution importante. Mais systématique ou pas? Aléatoire. Les contrôles de police seront aléatoires. Autant avec le contrôle sanctions, avec bien sûr, qui seront prévus par la loi. Lourdes. Est-ce qu'ils sont lourds? Non, mais je rêve où le gros propose qu'on mette des flics partout pour contrôler systématiquement tout le monde. Le type va quand même jusqu'à insister sur les sanctions qui doivent être lourdes. Non mais c'est fou! Alors oui, je sais, on est sur TV Gros Bourgeois, mais quand même, c'est à vomir. Qui sont en cours de discussion et qui seront alourdis par le législateur. Donc l'idée, on clarifie, merci de votre interrogation, Monsieur Legros, tous les établissements recevant du public, en particulier, c'était votre interrogation, les restaurateurs et les cafetiers. Oui, nous voulons le pass sanitaire, donc ils seront responsables du contrôle du fait que leurs clients aient bien un pass sanitaire. En revanche, tout ce qui est vérification, il n'a jamais été question de leur faire contrôler l'identité, mais vérification, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander les papiers de manière schématique, ça, nous considérons que ça n'est pas de leur responsabilité. Ils s'interrogeaient beaucoup. Ce sera bien entendu dans le cadre des contrôles des forces de sécurité qui interviendront soit à leur appel, soit de manière aléatoire dans le cadre de ce qu'on appelle des plans de contrôle. Notons là deux choses, encore une fois. 1. L'usage du terme force de sécurité et non pas force de l'ordre. C'est quelque chose de très très important, très pointu. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, via sa loi sécurité globale, entend étendre certaines missions, comme le contrôle d'identité et les arrestations, à de simples agents de sécurité privée. Imaginez là facilement le chaos plus grand encore qu'il ne l'est déjà. Et seconde chose, la délation. Les employés de ces commerces sont donc encouragés à appeler les flics au moindre doute, à la moindre suspicion de fraude. C'est terrifiant. Nous courons vers une société de tous surveillés, tous suspects, tous coupables. Toujours avec un laps de temps de tolérance. Alors oui, ça aussi, un excellent porte-parole l'a déjà dit. Pourquoi il sourit le gros là, avec ses dents là, comme un gros Richard Riquin là? Il a cru que Castex parlait de lui? Non mais calme-toi mec, hein, c'est le porte-parole du gouvernement, c'est Gabriel Attal encore. Mais rassure-toi, hein, t'es pas mal non plus dans le genre laquais du pouvoir, t'es même très bien. On est, je crois, il faut expliquer à nos concitoyens que nous sommes fermes sur les principes parce qu'il en va de notre sécurité sanitaire et pragmatiques dans la mise en œuvre. Donc, pour ceux des établissements qui ont commencé aujourd'hui à appliquer le pass sanitaire, nous avons dit, je vous annonce, 1 semaine, 8 jours, où le temps est à la pédagogie. Oui. Et après, viendront le temps des sanctions. Ouais bon voilà, en bref, hein, la stratégie éternelle d'Emmanuel Macron, hein, je t'explique. Tu veux pas, tu argumentes? Bon ben je t'explique encore, hein, et puis après, un bon coup de matraque en pleine gueule pour que ça rentre bien. Pour les établissements qui seront concernés par le pass sanitaire, une fois que la loi aura été publiée, pareil, 1 semaine. Et d'ici là, j'ai demandé pour les centres commerciaux, pour les cafés-restaurants, aux ministres compétents de voir avec la profession comment on peut expérimenter, trouver des bonnes solutions. Bref, convaincre, j'insiste encore une fois, que c'est notre intérêt collectif que ça marche. Amen. Collectif. Monsieur le Premier ministre, pour accélérer la campagne de vaccination dont vous parlez, il faut convaincre justement, hein, vous le dites, les plus réticents. Samedi dernier, pas moins de 114 000 personnes ont manifesté un peu partout en France
contre la vaccination, mais pas seulement, contre le pass sanitaire aussi. Certains parlent de dictature sanitaire. Leurs arguments sont divers. En voici 3 à Lyon, recueillis par Gaël Charnet et Michael Clément. Je me vaccine pas car j'en vois pas l'utilité pour le moment. Parce que je suis jeune et pas vraiment une personne à risque, donc puis comme on fait attention, j'ai pas confiance, non. J'ai pas du tout envie de me faire vacciner et d'avoir quelque chose dans le corps qu'ils connaissent même pas. La plupart des vaccins, ils prennent du temps à les fabriquer, et là, quelques semaines ou quelques mois, il a été fabriqué. Donc moi, en fait, je veux pas me faire vacciner. On est contraint à la vaccination, sinon c'est une forme d'exclusion. Et je pense qu'aujourd'hui, le simple fait que des personnes qui se côtoient plus ou moins intimement se posent la question de savoir si un tel ou un tel est vacciné, c'est une atteinte à la vie privée. Pas concerné, pas confiant. Bon. Est-ce que vous permettez, M. Groth, quand même de commencer à m'adresser à celles et ceux qui veulent se faire vacciner? Mais quand même. Il faudra leur répondre quand même. Oui, bien entendu. Parce qu'on va les retrouver dans la rue cet après-midi. Bien entendu. Bordel, mais bordel, quel mépris! C'est impressionnant, mais ils arrivent toujours à se surpasser. Mais comment peuvent-ils, après ça, s'étonner de la flambée des colères? Non, mais c'est juste surréaliste. On va les retrouver dans la rue cet après-midi. Bien entendu, et nous allons tout faire pour les convaincre. Mais il y a beaucoup de gens. Le président de la République est intervenu le 12 juillet dernier. Il y a eu plus de 3 millions de demandes de rendez-vous supplémentaires. Donc il y a quand même... C'est vrai que ça avait pas mal ralenti en juin. Et c'est reparti très fort. Et là, c'est reparti très fort. Et ce que je veux quand même leur dire, parce que certains nous disent, mais non, mais oui, mais on veut se faire vacciner, mais soit on n'a pas de rendez-vous, soit il est très loin. Alors, non, mais j'arrête là. Il décode pas en fait, le gars. Hein. Il a décidé de pas parler de zapper à ces gens. Non, mais c'est ouf. En plus, il ment. Ce sont 1,5 million de rendez-vous qui ont été pris et pas 3 millions après l'allocution de Macron. Mais surtout, on lui met sous le nez des personnes avec un avis opposé, différent, et il les snob complètement. C'est absolument dingue de mépris. Imaginez une seconde la violence prise en pleine gueule par ces millions de personnes qui s'identifient là à ces 3 personnes interviewées. On a décidé, vous me demandiez ce qui s'est passé ce matin au Conseil de défense, d'accélérer, de déployer encore plus les doses. J'en profite pour donner un petit coup de chapeau, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les doses, il faut aussi tous ces centres de vaccination, tous ces agents, tous ces bénévoles, les maires, les médecins, les pompiers, les agents de l'assurance maladie, enfin, tous ceux qui sont sur le pont depuis des mois et des mois pour faire ça. Donc, je vous dis, d'ici, dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous. Dans cette période, c'est pas seulement ouvrir pour vous dire vous aurez un rendez-vous le 20 août. Mais avec quel objectif? On a bien compris, vous mettez l'accent sur la vaccination, mais l'objectif chiffré, c'est combien? J'ai dit 40 millions de primo-vaccinés à la fin de ce mois, on est bientôt. On y est. Oui, sauf que c'était 40 millions fin août. Oui. Donc on a et 50 millions fin août. Voyez? Et là, pour vous dire, cette semaine, on devrait, c'est les primo-vaccinations, hein, c'est votre question, on devrait en faire 2 millions. On était tombé à 1 million, 1,2 million dans la deuxième quinzaine de juin, et j'espère bien qu'à partir de la semaine prochaine et la suivante, là je lance un défi collectif sur ces deux, la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, j'aimerais qu'on fasse au moins 4 millions par semaine, enfin 8 millions sur les deux, c'est un objectif très ambitieux, mais qui montre aussi que nous aurons compris la gravité de la situation. Alors ouais, ok, c'est bon, on a compris, effectivement, oui, la situation est grave. Sanitaire d'un côté, mais politique de l'autre. Et là, la démonstration ici d'un pouvoir agressif, d'un pouvoir suffisant, est parfaite. Personne ne peut le nier. Ils agissent comme des cons qui jettent de l'huile sur le feu, là, en se comportant comme ça, au lieu d'être simplement bienveillants. Ils auraient tout à y gagner. Castex pouvait très bien répondre aux personnes, d'abord, là, interviewées, comme c'était prévu dans le fil de l'interview, sans mépris, tout en rappelant aussi l'urgence d'agir sur la vaccination pour faire face au virus. Mais non, comme Macron, toutes ces personnes ne peuvent s'empêcher de mépriser, de moquer, de ridiculiser ceux qui leur sont opposés ou qui doutent. Alors j'en viens aux récalcitrants. Oui, ben justement, il y a des récalcitrants, il y a des professionnels de santé qui ne pourront plus exercer s'ils ne sont pas vaccinés. Il y a une levée de boucliers chez les syndicats de pompiers. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre? D'abord, je veux dire, le bon sens des Français qui sont exprimés sur les marchés que vous êtes allés voir. Voilà. On a compris. Encore une vacciner, c'est fait pour se protéger, et vacciner, c'est aussi fait pour protéger les autres. Là encore, il fait référence au reportage précédemment diffusé par TF1 avant l'interview et s'en sert pour insulter au passage ceux qui doutent.
comme Gabriel Attal il y a quelques jours. Nous assumons d'avancer parce que nous refusons que tous nos concitoyens soient amenés à payer pour l'attentisme, parfois le cynisme de temps en temps, et de manière plus isolée, l'égoïsme de certains. Alors, c'est très intéressant. Dans ceux, me semble-t-il, qui sont opposés à la vaccination, vous avez montré 3 personnes. Il y a ceux, finalement, qui sont indécis, soit parce qu'ils croient qu'ils sont invincibles. Je suis jeune, je risque rien. Soit parce qu'ils se disent, oh là là, on n'a pas assez de recul, quels sont les effets secondaires? C'est insupportable, c'est insupportable. Je suis scotché par le putain de mépris de ce Premier ministre. C'est lunaire. Je ne sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est incroyable quand même. Comment il caricature, comment il moque, c'est terrible et irresponsable. On n'a pas assez de recul, quels sont les effets secondaires? On l'a entendu. On l'a entendu. Et je veux dire, rien ne serait pire de la part du gouvernement que de négliger cela. Il faut leur parler et les amener. Non mais attends, pousse. C'est pas possible. Le type, dans la quasi même seconde, même minute, il méprise, il moque, il caricature, et en même temps dit, je cite, que rien ne serait plus grave, plus pire de la part du gouvernement que de négliger les gens qu'il vient précisément de mépriser et de moquer. Mais c'est des pyromanes, ces gars. Bordel de merde, mais comment peuvent-ils oser croire qu'ils peuvent, après ça, convaincre calmement? Mais c'est délirant. Puis vous avez une dernière catégorie qui a une posture idéologique, voire politique. Je suis contre vaccin. Mais c'est fou, hein, parce que, souviens-toi, revisionne si tu veux, mais aucune des 3 personnes là interviewées n'ont adapté de position anti-vaccin primaire. Ils doutent et expriment leurs doutes. Et surtout, et là-dessus, Castex ne réagit pas, hein, tu le vois et tu le verras, il y a une question de liberté qui est soulevée par la 3e personne là, qui portait des lunettes. Forcer une population, la forcer à prendre un nouveau médicament, ce n'est pas anodin. Peu importe le médicament ou l'urgence, ça n'est pas rien. Et ça, précisément ça, Castex qui dit qu'il serait grave de le négliger, le néglige. Et qui, je le dis, bon, manifester, que je sache, on a le droit de manifester en France. En revanche, nous serons intraitables avec ceux qui, au nom de leurs idées, que je ne partage absolument pas, en viennent à des actes de violence, comparent ou font allusion à l'étoile jaune ou à la Shoah, s'en prennent à des permanences parlementaires, mettent le feu à des centres de vaccination. Ça, monsieur Legros, c'est très grave. C'est le pacte républicain. Il me dit... Et ben voilà, la petite musique a une nouvelle fois été jouée comme contre toute réalité, contre tout bon sens. Mais Castex, énervé tout seul, grimaçant, regarde son visage déformé, vomit sa calomnie et ses raccourcis, amalgamant les centaines de milliers de personnes, de manifestants du 17, à une poignée d'illuminés et d'excessifs. Et pire, en les rendant complices, voire coupables, des 2 faits divers concernant des feux criminels sur des centres de vaccination. Mais ça, c'est ça qui est grave, monsieur le Premier ministre. De faire de tels raccourcis, de propager de tels mensonges, alors que même les enquêtes sont en cours et que nous ne savons pas qui a commis les délits qui n'ont rien à voir avec ces manifestants pacifiques qu'on a vu défiler partout en France le 17. Ce gouvernement est excité, réactionnaire, irresponsable, et on le voit ici, développe des réflexes frappants d'autoritarisme. Et ça, ce n'est pas acceptable, non. On est en dictature. Moi, dans ce que j'ai toujours appris, vous aussi sans doute, une dictature, c'est quand une minorité ou une faible minorité tente de s'imposer à majorité, que je sache. Bon. Alors, sans dire que nous sommes en dictature, sommes-nous en démocratie? La réponse est non. Très précisément, très clairement, très sérieusement, non. Quant à sa définition de dictature, où une petite minorité s'impose à la majorité, n'est-ce pas ce qui se passe avec le Conseil de défense militaire qui écrase l'Assemblée nationale? Je ne sais pas moi, je pose la question. Mais nous avons un travail de conviction. Vous voyez ce jeune, premier reportage, j'ai fait sortir les chiffres. Pas concerné. Ben, sur le passé, les 20-39 ans, 285 000 contaminés depuis le début de l'épidémie, 48 000 admis en réanimation, 340 morts. Oui, il est concerné. Et puis qu'il pense à ses grands-parents,
Parce que, je le dis, on a parlé de ça, j'ai encore, monsieur Legros, pardon de le dire, nous avons encore 3 millions de plus de 50 ans, cette fois-ci, 3 millions, qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, une obésité, du diabète, etc., qui ne sont pas vaccinés. Je leur lance un appel solennel. Précipitez-vous, vous encore plus que les autres, vers la vaccination, parce que vous pouvez développer des formes graves. Et ces jeunes, ils peuvent aussi vous contaminer. Bien sûr. Tu vois, ça, il aurait très bien pu le dire calmement, sans s'exciter, sans mépriser, sans moquer les personnes qu'il dit vouloir convaincre. Bah non. Et donc, ça ne passera pas. On a évoqué les personnels soignants, on a évoqué les pompiers. Est-ce que d'autres professions seront obligées, elles aussi, de se vacciner ? Les facteurs, les policiers, mais je pense surtout aux professeurs, aux enseignants. Alors, est-ce qu'on va avoir enfin une réponse à la question ? Pourquoi les policiers sont-ils exemptés de la vaccination obligatoire, contrairement aux soignants ? Si je regarde le monde entier, il y a des pays qui organisent l'obligation de vaccination des soignants et assimilés, entendu au sens large. Au-delà, il y en a quand même très peu. On me cite le cas du Turkménistan, je ne suis pas sûr que ce soit une référence absolue. Donc on est toujours sur le champ de la conviction et de la persuasion. Soyons clairs, parce que rendre un vaccin obligatoire serait l'indicateur d'un État totalitaire, comme il le sous-entend là de manière un peu limite, là, avec le Turkménistan. Je rappelle quand même que depuis 2018, la France a rajouté 8 vaccins aux déjà 3 obligatoires, portant donc à 11 vaccins obligatoires pour la petite enfance. Je rappelle aussi que le vaccin anti-Covid est rendu obligatoire pour les personnels soignants sous menace de se faire mettre à pied. Donc, la France serait inspirée par le Turkménistan ? Le président de la République, je vous le fais observer dans son intervention, a parlé d'une obligation vaccinale plus large, mais je pense que notre priorité, c'est de convaincre. Et les professeurs dont vous parlez, je veux souligner, on avait organisé, vous savez, des circuits réservés. On parle des policiers aussi. Ils sont au contraire très demandeurs d'accéder à la vaccination. Et le taux de vaccination du personnel enseignant en France est satisfaisant. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons faire des vaccinations dans les collèges et dans les lycées à la rentrée. Eh bien, à cette occasion, nous proposerons aux professeurs qui n'ont pas encore été vaccinés de profiter de ce dispositif. Est-ce qu'il faut exclure totalement aujourd'hui un reconfinement, même partiel ? Non mais... Et hop, comme Véran, la semaine dernière sur BFM TV, ce qui a donné lieu à ma vidéo, la dernière sortie, là, Castex ici, hier sur TF1, a évité aussi la même question à propos de la police. Mais bordel, comment c'est gavant, mais c'est énervant. Et ces pseudo-journalistes là, qui n'insistent même pas. Il pose une question, il répond pas, bon, passons à la suivante. Mais c'est quoi ces serre-plats là ? Est-ce qu'il faut exclure totalement aujourd'hui un reconfinement, même partiel ? Si je vous dis oui, je suis sans doute irresponsable, et vous m'accorderez que depuis que je suis en fonction, je n'ai jamais hésité à dire la vérité, quelle qu'elle soit, parce que c'est ma responsabilité à mes concitoyens. Pardon, je pense que nous sommes priés de ne pas exploser de rire. Mais bordel, le type vient là, ne serait-ce que là, maintenant, dans cette interview, de nous démontrer comment il peut mentir, travestir, détourner, manipuler des propos, remodeler la réalité pour qu'elle convienne au plan du gouvernement, enfin de Macron, et à sa propagande politique. C'est fatigant. Simplement, je vais vous dire, par rapport à il y a un an, puisque je fais allusion à la présomption, il y a une différence majeure, on y revient toujours, la vaccination. Alors, la vaccination, et encore la vaccination. Donc, mon rôle, c'est qu'ensemble, c'est pour ça que c'est une responsabilité de toute la nation, nous nous donnons les moyens pour éviter ça. Et est-ce que les élus donnent l'exemple ? Oui, je le crois. Bon, c'est souhaitable. C'est souhaitable et ils le font. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité. Ce flottement, quand même, là, a été étrange. Qu'est-ce qu'a voulu dire ou faire dire le gros, là, à Castex ? Qu'il y a des élus... notamment des députés de l'opposition qui entretiennent le débat démocratique et qui seraient aussi des récalcitrants, là ? Sans doute. Mais Castex n'a pas mordu à l'hameçon, tant mieux. Perso, je suis crevé. De m'avoir caltiné Castex cette semaine, Véran la semaine passée, tout en produisant un édito politique, je ne sais pas si tu le sais déjà, mais je te le dis, chaque jeudi en parallèle de tout ça sur la chaîne du média, le Média TV, et de 2, crevé, fatigué, et bien comme toi, je crois, tout simplement de la situation politique anxiogène générale. Je comprends vraiment celles et ceux qui décrochent de tout ça. C'est si horrible, c'est si violent.
alors que ça pourrait être géré avec tellement plus de bienveillance, tellement plus de paix, de bon sens. Bon, c'est tout pour moi, pour cette fois. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, en espérant que ça t'aura permis de mieux décortiquer comment tout ça se goupille, comment le pouvoir navigue et s'organise. Sans nous, mais s'organise. Un mot, pour finir, sur mon travail, qui est délicat, qui est intense, mais surtout qui est libre et qui existe grâce uniquement à vos dons, même petits, mais réguliers, sur jemil.fr/soutenir. Alors merci beaucoup d'y aller, et merci pour votre soutien depuis déjà plusieurs années. Bien sûr, abonne-toi si tu as apprécié, active la cloche des notifications, partage en masse la vidéo, et n'oublie pas de rester courtois dans les commentaires. Ciao, à la prochaine.